Je vous dis bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, c'est la parole qui est notre objet de réflexion et plus précisément, nous allons nous demander ce que parler veut dire. Alors je débuterai mon propos par une distinction entre la parole et le mot. Le mot est un signe conventionnel qui est commun à une pluralité d'individus qui parlent une même langue. La parole est de nature différente, elle est d'un autre acabit puisque la parole est toujours l'ancrage au monde d'une subjectivité. La parole, c'est toujours une intonation, un accent, le timbre d'une voix. Enfin, dans la parole, il y a quelque chose de très singulier qui est attaché à une personne. Quelque chose qui distingue cette personne des autres personnes. Donc, penser ce que parler veut dire, c'est s'attacher à autre chose que simplement un signe conventionnel. Alors, si l'on se tourne du côté de la philosophie de Rousseau, on peut trouver quelques éléments de réflexion qui vont nous intéresser. Dans l'essai sur l'origine des langues, Rousseau a cette très belle formule, cette formule très éclairante. Les besoins dictèrent les premiers gestes, les passions arrachèrent les premières voix. Alors, la chose s'entend finalement assez aisément, puisque le besoin de manger dicte le geste de cueillir le fruit. En revanche, la passion arrachère les premières voix. Ici, il faut entendre par là que la voix est toujours l'expression de ce qu'un sujet a en propre. Si j'ai besoin de cueillir quelque chose, le geste suffit. Si je désire exprimer quelque chose que j'ai en propre, le geste risque bien d'être très rapidement insuffisant. Il faut des intonations, il faut des accents pour séduire un jeune cœur. Donc pour exprimer le désir amoureux, la parole est requise et la parole là n'est pas simplement le geste. Elle n'est pas le mot, mais elle n'est pas simplement le geste. Donc si la parole exprime ce que j'ai en propre, donc si la parole est attachée à ce qui en moi relève de la passion, alors la parole signifie la division du moi. Si nous parlons, c'est que d'une certaine manière, nous sommes séparés d'avec nous-mêmes. Ça veut dire que si nous parlons, c'est que nous sommes divisés. Divisés par la passion. Et plus précisément encore par cette passion factice qui est l'amour-propre. Et qui fait que je désire mettre en avant singulièrement ce que j'ai en propre. La parole ici, telle qu'on la conçoit, se distingue de la simple communication. Il ne s'agit pas simplement de transmettre une information. D'ailleurs, la communication est un phénomène naturel. Le Soleil communique sa chaleur à la Terre, et pour y parvenir, évidemment, le Soleil n'a pas besoin de la parole. La parole n'est pas simplement communication. La parole n'est pas non plus simplement expression d'une idée, puisque ce que nous voyons là avec l'analyse de Rousseau, c'est que la passion exprime quelque chose qui est de l'ordre de la passion, de la singularité. Ici, d'ailleurs, on voit bien que l'homogénéité qui se trouve entre la parole comme réalité singulière et la passion elle-même comme réalité singulière. Bon. Donc, la passion, ici, si on s'en tient à cette analyse, est attachée ou liée au désir de reconnaissance et elle est plutôt synonyme d'une chute, puisqu'elle signifie la perte de l'immédiateté, la division du moi d'avec lui-même. Mais évidemment, la parole n'est pas que cela. Je pense ici à ce très beau texte de Platon qu'est la lettre 7. Dans la lettre 7, Platon oppose d'un côté la violence qui règne dans l'univers des hommes, le chaos qui est produit précisément par les passions, et la parole qui permet de produire un accord des esprits avec les esprits. Alors, la parole ici n'apparaît plus comme le signe d'une division du moi, et la parole est plutôt comme la condition d'une unité, la condition d'une association entre des personnes qui parviennent à produire quelque chose qui est de l'ordre de l'unité. Encore faut-il que cette parole ne soit pas le simple instrument du pouvoir que les sophistes mettent en œuvre. Encore faut-il que la parole ne soit pas simplement ce moyen de dominer celui à qui on s'adresse. Donc, lorsque Platon oppose à la violence qui règne dans l'univers des hommes une parole synonyme de paix, il pense à une parole singulière, une parole qui est ordonnée,
une parole qui est soumise aux règles de la raison et qui, dans un dialogue, permet un échange paisible et bienveillant. Ici, la parole dont il est question, on l'aura reconnu, c'est la parole philosophique, c'est la parole socratique. C'est la parole qui passe par le dialogue, qui permet non seulement le dialogue de l'âme avec elle-même, mais le dialogue entre les hommes. Ce dialogue bienveillant qui est le mode d'accès privilégié de l'âme à la connaissance. C'est parce que j'ordonne ma pensée que je parviens à bien penser. Et en pensant bien, alors, je peux orienter ma réflexion du côté de la connaissance. Mais c'est parce que ma parole est ordonnée aussi par la raison que la parole rend possible non seulement l'accord de la pensée avec la réalité, mais également l'accord des esprits entre eux, l'accord entre les esprits. Donc la parole ici n'est plus synonyme de chute. Elle est au contraire un moyen de guérir en quelque sorte l'homme de cette chute qui est provoquée par la perte de l'immédiateté ou par la division du moi. Donc cet élément de réflexion que je vous soumets, cette réflexion qui porte sur la parole, nous invite à distinguer deux modalités de la parole. Si je parle pour exprimer ce que j'ai en propre, si je parle pour être reconnu, alors parler veut dire que je suis divisé avec moi-même. Si je parle pour connaître, si je parle pour produire quelque chose qui est de l'ordre d'une organisation de la pensée accessible à autrui, si donc je m'engage dans un dialogue ouvert, dans une parole libre, dans une parole philosophique, alors parler veut dire que l'âme est capable de s'élever à l'unité et à la paix. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour un nouvel objet de réflexion.